savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, dans les nouvelles, il y a le prix de l'épicerie qui est à la hausse. C'est une étude sur, évidemment, l'année 2025, l'année à venir, basée sur des prévisions d'évolution des prix. J'ai l'impression que ça va faire grincer des dents ce matin. Ouais, avec raison, là, parce que la pression est très, très forte depuis plusieurs années sur notre portefeuille. Et là, dans ce cas-ci, notre facture d'épicerie pourrait coûter jusqu'à 800 $ plus cher, selon le rapport des prix alimentaires 2025. Alors, les dépenses annuelles en nourriture augmentent constamment. Là. Pour la même, si on compare, là, revenons en 2020. Là. Pour une famille, donc une famille type, là, on est à 12 500 $ en 2025. Les prédictions pour cette même réalité-là, pour le même panier, pour la même famille. Le même panier, 17 000 $. Maintenant, qu'est-ce qui va augmenter donc davantage? De 12 à 17. Ouais, en l'espace de 4-5 ans. Qu'est-ce qui va augmenter le plus en 2025? Prix de la viande, prix des légumes également. Alors, ça fait mal, c'est clair. Quelques chiffres comme ça dans notre édition du journal ce matin. 27 %. Donc, un panier d'épicerie qui coûtait 100 $ en mars 2020 coûte maintenant 127 $. Le coût prévu en 2025 pour nourrir un garçon de 14 à 18 ans, 4 810 $. Ça manque à l'adolescence. Ça, tu parles bien d'un garçon là, que t'avais acheté une boîte de bartende en faisant l'épicerie à l'heure du dîner. Il revient de l'école. Puis là, tu la trouves plus. Non, elle est disparue. La boîte. Pas la bartende. Non, la boîte au complet. Et bien sûr que ça met une pression aussi sur les banques alimentaires. La question de l'insécurité alimentaire, le Québec comptait en fait 1 342 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire en 2022, selon l'Observatoire québécois des inégalités. Et là, il y a une tendance qui est à la hausse. Alors imaginez, là, ça, ce sont des chiffres de 2022. Imaginez la situation en 2024. On a un peu oublié tout le plan là, du ministre François-Philippe Champagne. Il faut dire que moi, j'avais prêté plus ou moins de crédibilité, mais tu sais, il s'était assis avec les épiciers, puis il y avait des engagements, puis toutes sortes de mesures pour freiner l'inflation alimentaire. Oui. Dans les faits, ça augmente malgré tout moins vite que ça augmentait parce qu'il y a moins d'inflation dans l'économie qu'il y en avait. Mais on sent pas vraiment là, qu'il y a un freinage particulier ou un ralentissement particulier des hausses de prix dans l'alimentaire. J'ai l'impression qu'on a fait de la politique, des rencontres, les PDG sont venus s'asseoir, mais que pour plusieurs personnes, pas grand-chose qui a changé. C'était une espèce de show de boucan. On avait l'impression que François-Philippe Champagne avait inventé les circulaires aussi à l'aube là, des grands rassemblements. Et quand je vous parlais d'une famille type, là, disons 2 adultes, 2 enfants, là, pour qu'on comprenne tous, là, c'est ce qui ressort de cette étude-là, une étude annuelle. C'est la 15e édition et c'est une collaboration entre 4 universités canadiennes, Dalhousie, Guelph, Saskatchewan et UBC. Ouais, ça risque d'être le sujet qui va faire jaser. En fait, c'est le sujet des dernières années. Ça risque d'être le sujet qui fait jaser aujourd'hui parce que c'est un peu le drame de l'inflation de ces dernières années. Il y a eu de l'inflation dans toute l'économie, mais par exemple, presque pas dans le vêtement. Il y a des secteurs qui ont été quand même largement épargnés, mais la bouffe puis l'habitation. Et c'est probablement les deux plus incompressibles. Tu sais, je veux dire, à la limite des vêtements, comme disait mon père, mets ton vieux linge. Exact. Il y a tout le reste, tu finis que tu peux contourner, t'arranger. Mais tu sais, manger puis se loger, c'est des besoins de base. C'est des besoins de base. On dit tout le temps, tu sais, bon, manger sainement, se nourrir sainement, mais tu sais, acheter des fruits et légumes, là, c'est souvent plus cher aussi que de la malbouffe. Moi, ça me frappe. Je sais que les nutritionnistes, là, te répondraient, il y a moyen, les légumineuses, mais ça se fait, là, mais c'est pas dans le standard alimentaire de monsieur, madame, tout le monde au Québec, qu'on aime ça ou pas. Donc, dans les standards qu'on est habitué de manger, c'est certain que, malheureusement, le compromis facture devient vite un compromis qualité. Oui. Dans beaucoup de ménages. Moi, c'est ce que j'observe. Bon, la France n'a plus de gouvernement ce matin. Non. Crise politique qui s'est confirmée hier. Oui, et hier, l'Assemblée nationale française finalement a adopté cette motion de censure pour renverser le gouvernement. On n'avait pas vu ça depuis 1962. Maintenant, au cours des dernières heures, le premier ministre Michel Barnier est arrivé au palais de l'Élysée. Il a rencontré Emmanuel Macron, qui est de retour, lui, d'Arabie Saoudite. Un beau retour de voyage pour lui. Bienvenue en France, M. Macron. Donc, lors de cette rencontre-là, il devait remettre sa démission au président
président français. Et là, il reste en exercice tant qu'il n'y en a pas un autre là, pour gérer les affaires courantes, pour pas créer un vide, mais il devient une espèce de président démissionnaire. Là, donc, il n'y a plus d'autorité. Et ça aura été le président qui aura eu le plus court mandat. Le premier ministre. Le premier ministre, oui, pardonne-moi, petit lapsus, mais le premier ministre... 2 mois et quelques jours, là, c'est vraiment... On pensait que Gabriel Attal n'était pas resté longtemps. Dans le cas de Michel Barnier, il a réécrit le livre des records et a surveillé aujourd'hui le président Macron qui va s'adresser aux Français à 20h, heure de France, donc à 14h à notre heure à nous. On va parler avec Stéphane Bureau plus tard. Il y avait quand même des analystes qui disent autant... Barnier, ça a pris 2 mois pour le trouver. Là, Emmanuel Macron, autant là, il y a une espèce de sentiment d'urgence. Il y en a qui pensent qu'on pourrait nommer dès aujourd'hui, très, très rapidement, cette fois-ci, renommer un nouveau premier ministre. Sans se faire d'illusions. Là. Est-ce que ce nouveau premier ministre va être capable de se former un gouvernement stable, qui va chercher l'appui d'une majorité de députés et capable de faire adopter un budget, parce que c'est devenu ça le test face à la crise financière, qui va être capable de rallier une majorité de députés derrière un budget pour l'année 2025. On parlait de prix de l'épicerie tout à l'heure. Il y a une autre facture qui risque de faire sursauter. En tout cas, moi, ça me choque. Ben oui, c'est tout ce qui est des bagages en cabine. On va devoir payer maintenant sur les vols d'Air Canada en Amérique du Nord et vers des destinations soleil. Donc, les sacs à main et les étuis d'ordinateur, là, ce seront les seuls bagages de cabine qui pourront être transportés gratuitement désormais sur les vols d'Air Canada. Donc, la petite valise, là, mesurée au centimètre près, le carry-on, c'est plus accepté. Non, parce que pour tout ce qui est sac de voyage, les valises à roulettes, là, ce qu'on appelle les carry-on, maintenant, il va falloir payer 35 $ pour les sacs de voyage. Mais c'est fou parce que, tu sais qu'il n'y a pas longtemps, c'était le bagage enregistré qui était à 25-30. Oui. Là, qui est rendu à 50. On a augmenté. Puis là, c'est le bagage de cabine qui est rendu le prix qui était il y a quelques années à peine, le gros bagage enregistré. Oui. Donc, sac de voyage, 35 $. Le carry-on, 50 $. Bagage non enregistré, vous allez devoir payer 65 $. Quelques exceptions si vous avez des cartes de crédit comme Aéroplan, si vous avez besoin d'une aide à la mobilité, si vous avez des appareils médicaux, des poussettes ou quoi que ce soit. Alors là, c'est décrié par bien des gens, notamment la ministre des Transports au fédéral, Anita Anand, qui a réagi sur X. Très, très inquiétant pour, selon elle, d'imposer de nouveaux frais de bagages de cabine en disant « Les Canadiens travaillent dur et économisent pour voyager. Ils méritent un bon service, pas de frais de plus. » Puis j'ajouterais même à ça des fois. Là, c'est pas avec Air Canada, mais je l'ai vécu, moi, il y a pas longtemps, là, quand je suis revenu du Mexique. Tu réserves ta place aussi dans l'avion, tu réserves ton siège. Là, tu payes pour ça. Puis là, tu as payé pour avoir, exemple, je sais pas moi, un certain siège, des sièges juste à 2 pour pas être assis à côté de quelqu'un que tu connais pas. Bon. Mais là, ils changent l'appareil. Mais là, toi, t'as payé ton plein prix, là, mais là, t'as plus ce que t'as payé pour. Tu te retrouves avec une troisième personne. Jadis, on te donnait aussi des fois des rafraîchissements ou on te donnait un lunch, ou là, maintenant, c'est très rare. C'est parce que si t'as des pinottes, t'es chanceux. Vraiment. Puis, bientôt, là, tu vas magasiner ton prix de billet, puis ça ne voudra plus rien dire. C'est ça. Rien dire. C'est un chiffre là, qui est... Ben oui, c'est ça. Ton billet, mettons, il est 600. Mais t'as 600, tellement raison. À 600, tu peux même... Tu devrais être debout dans le corridor de l'avion. Là. Non, mais c'est ça, ta bagage. Parce que là, si tu veux avoir là, ton siège, ton bagage, ton autre bagage, ça devient... Sincèrement, ça devient harassant. Là. Ça devient ridicule. Là. Il y a des compagnies aériennes qui vendent des petits écouteurs là, cheap en plastique, 10 piastres. Ça n'a pas d'allure. Êtes-vous fous? Ça n'a pas d'allure. 10 piastres eux, pour ça doit leur coûter 25 cents de faire produire, puis encore. Tu sais, je veux dire, le prix des billets a augmenté. Ça devrait justement comprendre tout le reste. Ouais, mais j'ai hâte d'avoir des réactions du public à ça. J'ai l'impression... On dirait que là, on vient de franchir quelque chose, parce que beaucoup de gens s'étaient habitués à dire, bon, OK, ils nous chargent tellement cher pour enregistrer déjà les billets d'avion, enregistrer le bagage. Beaucoup de gens s'étaient habitués à voyager comme ça. Oui. On dit voyager carry-on, voyager avec juste... Surtout, mettons, une petite semaine noire, toi, tu fais une petite semaine dans le sud. Si tu vas plus longtemps, puis dans une destination, il va y avoir du froid, tu vas avoir une variété de températures, là, du froid, du plus chaud. Tu vas j'ai pas le choix d'amener un manteau, là, là, ça devient plus difficile, mais... Une semaine dans le sud, là, des costumes de bain, des t-shirts, du linge léger, là, ça prend pas de place. Ça se faisait assez bien. Bon, parlant de voyager, ça prend un passeport pour ça. Exactement. Mais quoi?
Et là, il y a ce qu'on appelle un conflit de travail chez Poste Canada depuis Ça va faire à minuit ce soir, ça va faire 3 semaines complètes. Hein? 3 semaines complètes. Ça avance-tu? Ça avance pas bien. Ça négocie même plus. Ça négocie plus. On est à des années-lumière côté salarial. 11,5 l'offre de Poste Canada, 24 les demandes du syndicat sur 4 ans. Poste Canada veut faire la livraison de courrier 7 jours sur 7. Là, on dirait que là, on hésite à arriver en 2024 là-dessus. Et là, le gros problème, c'était les passeports. On apprend, c'est la presse qui nous démontre ces chiffres-là aujourd'hui, 185 000 passeports qui sont prêts à être envoyés, mais qui s'accumulent chez Service Canada. Mais là, il y a quand même des alternatives, c'est-à-dire que depuis le 8 novembre, Service Canada a arrêté de les poster. Parce que il y avait cette menace de grève, de conflit de travail là, qui planait au-dessus de notre tête. Donc, il y a des alternatives. Si vous êtes dans cette situation-là, si votre passeport a été produit ou est sur le point de l'être, là, vous pouvez appeler, c'est ce qu'on peut lire dans la presse, le programme de passeport pour demander que votre passeport soit transféré dans un des 60 bureaux de Service Canada qui offre le service de ramassage. Donc, il n'est pas pris dans la poste. Vous pouvez y avoir accès. Mais ça a l'air que c'est compliqué. Là. Ça te prend un rendez-vous, puis il faut que tu passes par le site, puis c'est eux autres, il faut qu'ils te rappellent, puis c'est les 12 travaux d'Astérix. Là. Mais. On est surpris. Ouais. Puis là, parce que quand tu dis qu'il faut les appeler, d'après moi, tu vas entendre le message, votre appel est important pour nous. Là. N'inquiétez pas. Pendant quelques minutes, là, le message qu'on te fait entendre quand ton appel n'est pas important. Il y avait un autre enjeu aussi sur tous les certificats, les papiers officiels. Pensons au certificat de naissance, de mariage, d'union civile, de décès. Dans ce cas-ci, si le document est pris dans la poste, ça, vous pouvez vous rendre finalement là, dans un des bureaux de Service Québec et le réimprimer. Ils vont vous en réimprimer une copie. OK. Il y a des alternatives. De 8 à 4. De 8 à 4, puis pas tel jour, puis pas les heures. Donc, en gros, il y a des alternatives, mais il faut que tu y investisses un peu d'effort. Oui, tu as besoin de faire un petit peu d'investissement de temps. Ouais. Et de patience. Puis si tu travailles toute la semaine, je sais plus où tu trouves le temps pour faire ce genre. Parce que c'est souvent ça qui me frappe dans ces affaires-là. Comment le gouvernement, à un moment donné, te dit, ben oui, il y en a des solutions. Mais la masse des gens là, travaillent du lundi au vendredi de 8 à 5. Là, toutes vos heures d'ouverture, c'est des heures. Tu vas-tu prendre une journée de congé pour de la paperasse gouvernementale? Souvent, c'est fermé sur l'heure du lunch. Fait que même dans ta pause de lunch, tu peux pas appeler. Tu peux même pas aller régler ça. Bon, il y a la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui, elle a vécu, c'est rare, mais une présidente du Conseil du Trésor qui reste longtemps en poste, qui a vécu 2 négociations du secteur public. Elle a conclu la dernière cette année. Et donc là, elle veut changer tout le régime de négociation. Oui, avec des milliers de syndiqués du secteur public. Et l'objectif derrière ça, c'est d'obtenir des ententes plus rapidement. Alors, veut simplifier la structure, revoir tout ce qui est gouvernance patronale, adapter tout ce qui est, la transition du réseau de la santé. Et il y aura un projet de loi qui va être déposé en ce sens-là en temps et lieu. Quelques réactions. Notamment de la FTQ qui a salué cette réforme-là. Magali Picard disait qu'avec le nombre de tables de négociation actuelles, ce sont des dizaines, voire même des centaines de personnes que le syndicat doit mobiliser parce que ça peut nous paraître un peu abstrait, là. Mais c'est parce que là, quand tu négocies au niveau du syndicat, Mario, là, tu vas pouvoir nous l'expliquer, là tu as une table pour ci, puis là, tu as des tables sectorielles. Table centrale, puis après ça, tu as la table sectorielle. Ça finit plus de finir. Mais il y avait un organigramme, hier, on le montrait à la télé, l'organigramme des négociations, c'est complètement fou. Mais Sonia Lebel a amené un point intéressant, que l'organigramme montre la complexité. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que comme le salaire se discute à la table centrale, mais par exemple, l'organisation du travail, elle dit, tu peux pas, mettons que tu dis, OK, moi, je suis prêt à vous donner 1% de plus, mais là, par contre, ça me prend de la souplesse pour donner des services à la population. Elle n'a pas vraiment faire ça, là. Alors, c'est un autre table. C'est pas la même table. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas incitatif, ce n'est pas construit pour pousser à des meilleurs services à la population, pour donner à la négociation une priorité à des meilleurs services. Donc, on va voir. Mais on s'entend que le cadre, il était vieux. Il date de plusieurs décennies. Mais moi, il ne faudrait pas que je sois président du Conseil du Trésor. Moi, j'irais plus. Non, mais moi, j'irais plus loin là-dedans. C'est-à-dire que moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'on devrait aussi encadrer dans le secteur public le droit de grève? Je sais qu'il est un droit absolu reconnu par la Cour suprême, mais mettons, t'as peu, là. Mettons, avant, je te donne un exemple. Puis je suis pas spécialiste en relations de travail, mais avant d'avoir le droit de paralyser tous les services publics, est-ce qu'on peut au moins demander à un médiateur de regarder tout ça, trancher la poire en deux, faire une proposition, puis forcer le syndicat à la soumettre aux membres?
Au moins que les membres étudient une proposition, qui est même pas celle qui est une proposition de médiation. Juste dire la grève, là, c'est pas un automatisme, c'est pas un jeu, ça prend la population en otage. On peut-tu mettre des étapes, surtout dans le secteur public? Surtout dans le secteur public où là, tu parles. Parce que là, t'as tout du monde qui dit le service public, c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est extraordinaire, on vit pour ça, le service public, on va le mettre en grève un mois. C'est logique. Et d'ailleurs, Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, là, s'est exprimée à l'Assemblée nationale hier. J'ai pu constater que les règles actuelles ne répondent plus du tout aux réalités d'aujourd'hui et qu'elles s'avèrent beaucoup trop lourdes. Les citoyens sont en droit d'avoir des services publics efficaces et de haute qualité. Cependant, un régime de négociation rigide empêche l'adaptation rapide aux besoins changeants de la société. Par la réforme que nous proposerons, Santé Québec disposera d'outils plus efficaces pour améliorer l'accès des soins de santé pour les Québécois. Dossier à suivre. On a, Isabelle, des nouvelles de Star Academy. Pour la première fois, Star Academy, qui sera présenté en janvier sur TVA, est installé à Montréal. On sait qu'ils étaient en Estrie dans les dernières années, mais là, ce sera Montréal. Ils auront pignon sur rue. Il y a des travaux d'aménagement qui sont faits présentement. On dit qu'ils seront très près donc, de la scène artistique, donc peut-être près du quartier des spectacles. Parce qu'il y avait un peu l'idée des mettre comme en retraite. Là. Je pense qu'ils étaient dans un manoir à Waterloo, dans les cantons de l'Est, ça, mais là, on n'a plus ça. Là. Non, donc, ce sera à Montréal. En ville. Oui. On a aussi appris parce qu'on connaissait déjà l'identité de Garou, Véronique Dicker, Pierre Lapointe, Émilie Bégin, Lara Fabian. On sait que donc ce sont les professeurs, marraines, directeurs. Maintenant, on connaît l'équipe qui va les encadrer. Donc, Antoine Gratton est le directeur musical pour tout ce qui est variété, les orchestres. Joël Legendre va faire la mise en scène des shows du dimanche, des variétés. Marie-Ève Riverain comme directrice vocale. Maude Saint-Germain, elle, la chorégraphe pour monter justement les numéros. Ce qu'on va voir aussi à la télévision quand ils ont des cours pour s'exprimer. Mais Marie-Ève Riverain, c'est celle qui faisait le travail de coaching là, de tous les concurrents chanteurs masqués. Là. Marie-Ève Riverain, ça fait 150 ans qu'elle fait ça. Là. Je me rappelle même dans le temps de Mixmania, c'était elle qui encadrait les jeunes. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est là. Mais tous les concurrents à chanteurs masqués, parce que là, ça devient... d'abord, il y en a qui sont des chanteurs, mais il y en a qui sont pas des chanteurs de métier. En plus, avec le costume, c'est une contrainte de plus dans le coaching vocal. T'as quand même un petit encombrement supplémentaire. Mais je me rappelle même l'émission avec Marc Dupré, c'était présenté il y a peut-être 2 ans à peu près. Il me semble que ça s'appelait En Studio. Donc, des gens du public qui avaient un talent potentiel. Ah oui, je me rappelle de ça. Qui devaient être C'était coachés. elle aussi qui les coachait. Elle aussi, des gens qui, mais qui n'ont pas trop d'expérience, qui enregistraient une chanson studio avec Marc Dupré. Donc, elle est super bonne, finalement. Elle est bonne pour vulgariser. Donc, l'émission sera présentée du 13 au 16 janvier. On sera en route vers Star Academy. On va nous présenter justement ceux qui ont le potentiel d'entrer dans l'aventure. Le premier variété, c'est le 19 janvier. Puis je sais qu'avant la fin de l'année, on va nous présenter les 18 candidats. Là. Il y a 18 candidats âgés entre 16 et 30 ans qui, en ce moment, ont juste hâte que ça sorte publiquement. Là. Qui partent l'aventure, qui la finiront pas tous. Non, mais juste de faire partie. Non, je là, comprends. juste quand tu fais des auditions comme ça, là, que tu passes à la ronde 2, il y a quelque chose qui se passe. T'es déjà très content. Ah oui. Et c'est un peu comique. Il y a 3 joueurs du Canadien qui vont se retrouver dans ce tournoi, un peu ce qui va être l'équivalent du match des étoiles cette année, mais la Coupe des Nations. C'est peut-être pas ceux qu'on attendrait. Non, si je vous dis... Sauf un. Si je vous dis Yoel Armia, Patrick Laney, qui vient de revenir au jeu, et Samuel Montembeault. Samuel Montembeault, on est très content pour lui. Oui, parce qu'il fait face à énormément d'adversité. Là. Son équipe l'aide pas du tout et c'est souvent lui qui garde le Canadien dans le match. Dans le cas de Montembeault, donc c'est le seul joueur québécois dans l'équipe canadienne. Et sinon, ça serait pas l'équipe du Canada, ça serait l'équipe du Canada anglais. Ben voilà. Alors ça, c'est un record de médiocrité là, pour le Québec dans ce cas-ci. Montembeault fera partie donc des 3 gardiens retenus avec Aiden Hill et Jordan Biddington. Donc, est-ce qu'il réussira? Il sera où dans ce trio-là? On verra bien. Mais pas de Nick Suzuki pour l'équipe canadienne. Pas de Cole Caulfield pour l'équipe américaine, malgré ses 16 buts. Mais l'équipe finlandaise a un bassin de recrutement un peu moins large. Non, c'est ça, mais quand même. Alors, Yoel Armia a été recruté, Patrick Laney, qui vont jouer pour la Finlande. Mais c'est quand même assez particulier, disons. Ouais. Mais Suzuki et Caulfield, honnêtement,
Pas C'est que je le étonnant. comprends pas, mais en même temps, je comprends que souvent, on entend dans des équipes comme ça qu'on prend pas nécessairement juste tous les meilleurs joueurs. C'est que c'est un tout. Faut que tu bâtisses une équipe. Tu bâtisses des bons joueurs défensifs ou quoi que ce soit. Alors, si Cole Caulfield, oui, est un excellent marqueur, mais tu sais, dans l'équipe américaine, t'en as d'autres, là, des excellents marqueurs, dont un certain Austin Matthews, les frères Tkachuk, les frères Hughes, Jack Eichel, tu sais. Alors, où aurait été Cole Caulfield là-dedans? Là, ils vont-tu faire encore les pubs de Tim Hortons, vu qu'ils n'ont pas été sélectionnés? Je sais pas. C'est la question qu'on se pose.